se fait-il que vous ayez rencontré notre ami? Alors, Quelle est cette histoire pour se retrouver où? C'est au Pérou, c'est en Belgique, c'est avant, c'est après? alors j'ai rencontré Guy et sa femme Karine au Pérou. Ah, il faut que j'explique le contexte en fait. J'ai fait mon premier voyage en Amérique latine il y a 18 ans à peu près. Et j'étais en Bolivie précisément, dans le sud de la Bolivie. Mais vraiment à la frontière avec l'Argentine. Et donc la région qu'on appelle l'Andalousie de la Bolivie, c'est la région où on produit du vin, où il y a des vignes. Et j'y allais dans le cadre de mes études d'infirmier, pour un stage dans le cadre d'un échange entre la région là-bas et l'école où j'étudiais. Et puis j'ai eu une superbe connexion avec l'endroit, avec les gens là-bas. Des gens très gentils, un beau climat, et vraiment un séjour très très agréable. Et je m'étais juré d'y retourner un jour avec ma femme et mes enfants pour leur faire découvrir ce coin. Et voilà que quelques années plus tard, je commence à écrire des livres. Quand j'ai publié mon premier bouquin, je me suis dit, ah, il faut que j'écrive quelque chose sur la Bolivie, sur le sud de la Bolivie, et ce qui me motivait à l'époque pour écrire un livre là-bas, c'était l'histoire des Afro-Boliviens. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu de l'esclavage en Bolivie, et on a amené des Noirs d'Afrique pour aller travailler dans la mine de Potosi, qui au XV-XVIe siècle produisait une grande partie de l'argent utilisé par la cour royale espagnole, mais aussi tout l'Occident. Donc la main-d'œuvre indigène était devenue insuffisante parce que il y avait tellement d'argent qu'ils ont été transporter des esclaves noirs d'Afrique vers la montagne riche, comme on l'appelle, si on traduit en français. Et donc il y a beaucoup qui n'ont pas survécu à l'altitude et aux conditions atroces de travail dans la mine de Potosi. Donc du coup, j'ai eu un intérêt particulier pour cette époque, pour ces gens, que j'ai voulu écrire un livre sur la Bolivie, mais où il y a quand même une dimension historique. Ce livre est toujours disponible. Ce livre, je ne l'ai pas encore publié, parce qu'entre-temps, il y a eu le livre que je viens de publier maintenant. Et donc ce livre est toujours en cours d'écriture. En cours d'écriture, je l'ai terminé, là je relis, et donc je pense que si tout va bien, je le publie l'année prochaine. Et vous avez déjà une maison d'édition? J'ai pas encore la maison d'édition, mais j'ai des éditeurs qui me publient déjà, donc je vais d'abord leur soumettre. Je voudrais peut-être aussi prendre contact avec Éric Mondron, Paul-Éric Mondron. Alors, et Paul-Éric Mondron, c'est une petite maison d'édition ici à Bruxelles qui s'appelle Nebikata. Ah oui. On en reparlera après. Oui, absolument, absolument. Mais là, je veux dire, ça c'est frissonnant. Et j'ai d'ailleurs présenté déjà Guy à Paul-Éric lorsqu'on était à la foire du livre. Ah, okay, je vous montrerai ce que fait Paul-Éric Mondron, c'est extraordinaire. Et c'est sûrement un récit qui pourrait faire frissonner Paul-Éric. Ah, chouette. Mais parce qu'il est bien spécialisé justement sur ce genre, sur ce type de littérature. Et Paul-Éric Mondron, je l'ai découvert par un alpiniste. Parce qu'il est alpiniste aussi. Ah, oui. Donc il publie aussi les livres d'aventure. Voyez-vous, il est très ciblé. Ah, ça c'est bien ça. Donc voilà, donc ça on en reparlera après. Donc c'est quelque chose qui est dans les tiroirs. Oui, c'est le livre sur lequel je travaille maintenant, je relis et vous êtes déjà en train de m'exciter là. Donc voilà, donc c'est un livre qui j'estime quand même terminé, mais pas encore tout à fait abouti. Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler pour vraiment voilà,
donner encore un peu plus d'épaisseur pour... Donc vous êtes en Amérique latine, et comment rencontrez-vous? Alors, je décide d'écrire un livre sur la Bolivie, et je décide de retourner pour bien faire des repérages, pour rencontrer des gens, notamment des Afro-Boliviens, comme on les appelle là-bas, et qui n'habitent plus dans la région où ils travaillaient à l'époque dans la mine, mais ils ont déménagé vers la région, je dirais, où le climat est subtropical. Ça s'appelle les Yungas de Bolivie, et où ils cultivent des cultures vraiment tropicales. On y trouve des oranges, on y trouve des bananes, on y trouve la coca aussi. Voilà, et donc j'ai rencontré tous ces gens-là qui m'ont gentiment accueilli chez eux, et qui m'ont adopté. Et donc dans mes voyages-là, je fais la rencontre avec le responsable de l'Alliance française de La Paz, et une alliance française qui regroupe 5 alliances françaises dans le pays, dans le pays, rien qu'en Bolivie. D'accord. Et donc, il m'invite pour les fêtes de la francophonie de l'année suivante, et donc je programme tout ça, je retourne en Bolivie, mais donc dans les préparatifs, le directeur de l'Alliance française de Lima au Pérou apprend que je viens en Bolivie. Il me dit, tiens, on aimerait bien aussi l'accueillir. Et voilà, dans ces contacts-là, l'ambassade de Belgique en Bolivie apprend que je viens. Il me dit, tiens, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et c'est comme ça, dans ce cadre-là, que donc avec cette émulation, j'ai fait toute une tournée dans les alliances françaises de Bolivie, et puis à l'alliance française de Lima, et puis un très bel accueil aussi par l'ambassade de Belgique au Pérou, à Lima. Et donc j'ai rencontré Guy, Vanna, Kren et Karim, qui sont déjà formidables et qui font des choses. Moi, quand j'étais au Pérou, c'est eux qui m'ont vraiment un peu expliqué l'histoire du pays, l'histoire de la ville même de Lima, mieux que les Péruviens même. Parce que je dirais c'est leur boulot, mais vraiment, Guy, c'est quelqu'un qui a un sens comme ça de pédagogie, qui explique l'histoire de façon très complète, mais aussi de façon très poétique. Et on peut l'écouter des heures. Donc, et alors on a gardé contact jusqu'aujourd'hui, et quand il vient, on se voit. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que quand il y a des gens qui veulent aller au Pérou, je dis, ah, il y a quelqu'un qui est là. Il est toujours, il les accueille, ils sont très bienveillants, donc les gens sont toujours contents, il leur donne des différentes choses, des différents tuyaux, des choses à voir. Et voilà, donc c'est devenu un ami. C'est vrai que c'est un personnage. Hein. Oui, c'est un personnage. C'est un personnage, oui. Un magnifique personnage en tout cas, voilà. Et il est plus que péruvien maintenant, hein. Il est là depuis, je ne sais pas, une trentaine d'années maintenant. Oui. Là, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi dans certains moments privilégiés, je dois dire, bon, on a des portes qui s'ouvraient. On a été reçu à l'ambassade aussi pour l'accueil. La réception du nouvel ambassadeur, c'était extraordinaire. Ah oui, non, c'est quelqu'un de contact, qui a un contact facile, qui a tous les carnets d'adresses, donc c'est... Un homme important, et pour ce futur ouvrage-là, c'est sûrement... Et dans ces contacts-là, j'avais rencontré, entre autres, par exemple, une formidable artiste, Susana Baca, qui est une chanteuse bolivienne, péruvienne, qui a eu, je crois je ne sais plus comment on appelle, un prix de la musique internationale, je ne sais pas comment on appelle, la Music Award, je ne sais plus quoi, et qui fut même ministre de la culture péruvienne. C'est une afro-descendante, comme on dit, elle est noire. C'est une dame âgée maintenant qui doit avoir, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle n'est plus toute jeune, mais très gentille, très bienveillante, avec qui j'ai passé un bon moment. Voilà, une belle aventure. Et donc j'ai hâte que
que ce livre soit publié pour que j'aille le présenter en Amérique latine et en parler avec les Boliviens. On termine habituellement une conversation sur le prochain ouvrage qui va sortir. On ne savait pas qu'on allait démarrer la conversation justement sur le prochain ouvrage. Donc on a inversé déjà, ça c'est excitant, c'est savoir qu'il y a quelque chose, surtout sur ce genre de sujet. C'est un bouquin qui voilà, l'écriture de ce livre me passionne beaucoup. C'est pour ça que je mets du temps, parce que je change des choses, parce que j'ai l'impression que c'est pas assez, qu'il faut encore en remettre, ou il faut retirer, il faut... Bon, c'est très passionnant. Maintenant, j'ai décidé quand même de le terminer ici, avant la fin de l'année, de le proposer aux éditeurs. Bon, grâce à Guy, on s'est rencontrés à la foire du livre, où vous présentiez 2 ouvrages. Oui, et surtout, si vraiment je présentais le tout dernier, qui est plus fort que la hyène, voilà. Et qui est un livre pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Alors que c'était mon premier livre pour la jeunesse en réalité. Brièvement en tout cas dans ma partie belge. Oui. Donc je vis ici en Belgique depuis plus de 30 ans en fait. Et souvent les gens pensent que je suis ici depuis une vingtaine d'années, mais j'y suis depuis 1986. Et voilà, j'ai fait différentes études. Mais aujourd'hui je travaille en tant qu'infirmier spécialisé en oncologie. Donc je travaille dans le service d'hématologie aux cliniques Saint-Luc, ici à Bruxelles, et spécifiquement dans l'unité stérile, où on fait des greffes de moelle ou de moelle osseuse, je vais dire, ou de cellules souches du sang pour des patients atteints de cancer du sang, mais aussi d'autres maladies du sang, qui ne sont pas nécessairement des cancers. Et donc depuis 18 ans que je travaille dans ce service, j'écris quasi quotidiennement des textes plus ou moins courts. Ça peut être même une phrase, ou un petit dessin avec un mot. Sur ce que vous voulez de vivre sur l'émotion du jour, sur quelque chose. Et je fais généralement ça au moment de la transmission du rapport, du matin ou de l'après-midi ou du soir. C'est comme un petit mémo, quoi. Voilà, un petit quelque chose qui me... Et donc, le moment touchant de la voilà. journée. Ou alors, les patients qu'on soigne, ils ont différents types de maladies, mais ils ont en commun beaucoup de choses, entre autres l'isolement, parce qu'ils sont dans un service stérile où ils sont isolés de l'extérieur pour ne pas attraper des microbes. Ça, ils le partagent tous. Ils partagent aussi des traitements lourds, parce que avant de faire une greffe de moelle, on doit donner des traitements lourds qui vont diminuer les globules blancs du patient, qui vont le mettre longtemps sans immunité, pour que la nouvelle moelle puisse s'installer. Donc cette période-là de traitement de chimiothérapie très lourd, ils le partagent aussi. Les effets secondaires de ces traitements, ils les partagent aussi. La longueur de l'hospitalisation aussi. Mais chacun a ses ressources en lui pour traverser cette période-là. Et chaque rencontre avec un patient, c'est une rencontre humaine. Un moment, oui. Une rencontre humaine, une expérience humaine, un échange entre deux humains, entre moi en tant que soignant et le patient. Et c'est très enrichissant aussi, et je veux dire, c'est très inspirant au niveau aussi de l'écriture. Donc je mets aussi sur papier ce genre de moments privilégiés que j'ai avec ces patients-là. Donc depuis 18 ans, j'écris des textes
par rapport à différents Au événements vécu ou à mon vécu dans ce service-là. Et pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir de quelle manière je devais rendre ces textes-là. Si je pouvais en faire des romans ou des nouvelles, etc. Et depuis 2 ans à peu près, j'ai décidé de faire des textes pour la jeunesse, ce que j'avais jamais fait auparavant. Et donc, voilà, je me suis lancé dans l'aventure et le résultat, c'est ce premier livre publié à La Cheminante par une éditrice, Sylvie Darro, qui a quand même, je dirais, pris le risque de décloisonner un peu le milieu médical et la littérature. Hein. Les éditeurs ne sont pas très friands quand on doit parler des maladies, tout ça, donc c'est tout de suite, il faut aller chez des éditeurs spécialisés, etc. Mais comme je le raconte sous forme d'un conte, et donc elle a pris le risque et a accepté de le publier. Évidemment. Alors pour dire 2 mots sur cette maladie-là, la drépanocytose est une maladie qui touche les globules rouges. Et les globules rouges sont des cellules du sang qui transportent l'oxygène, qui transportent les gaz, en l'occurrence l'oxygène des poumons vers les organes. Et cette maladie-là, qui est donc héréditaire, se manifeste par le fait que les globules rouges changent de forme et sont généralement un peu circulaires, je dirais, mais là, ils prennent la forme de faucilles. Et donc, ils ne peuvent plus se faufiler dans les petits vaisseaux périphériques, ce qui fait qu'ils vont être coincés et provoquer dans l'immédiat des douleurs, des crises de douleur. Et provoquer aussi des manifestations de type accident vasculaire cérébral. Ça, c'est à court terme, mais à long terme, ça va entraîner des petites lésions qui vont s'accumuler dans les organes, entraînant des dysfonctionnements plus importants, insuffisance rénale, hypertension artérielle et beaucoup d'autres problèmes. Et les patients sont très sensibles aux infections. Donc, souvent, les enfants qui ont la drépanocytose ont des antibiotiques déjà depuis le jeune âge, des antibiotiques au quotidien. Il faut les vacciner contre les maladies graves comme le pneumocoque ou le méningocoque. Donc il faut des mesures de prévention depuis déjà le jeune âge quand on sait qu'on a cette maladie. Et c'est une maladie qui est transmise en même temps par le père et par la mère. Donc c'est un peu aussi souvent les tabous qui tournent autour de cette maladie. Certains disent que c'est que la maman qui transmet la maladie alors que c'est les deux, et c'est important que aussi les gens sachent que c'est les deux en même temps et qu'il ne faut pas culpabiliser l'un ou l'autre. Et voilà, donc sensibiliser à ce que les gens connaissent mieux cette maladie et qu'ils prennent des mesures préventives pour éviter les décès précoces, malheureusement, en cas de cette maladie. Vous êtes un bel ambassadeur pour parler de cette maladie. Oh, c'est ma petite pierre à l'édifice, sachant que c'est une maladie qui se guérit pas aujourd'hui. Donc la prévention est très importante et l'accompagnement des malades pour vraiment prendre des mesures pour éviter, pour retarder les complications au niveau des organes, pour éviter des risques de décès précoces. Donc le seul traitement curatif, c'est la greffe de moelle. Mais celle-ci est réservée à des situations bien précises et elle n'est pas sans risque non plus. Donc il faut donner des traitements très lourds en amont et qui vont diminuer l'immunité de la personne pendant longtemps en attendant que la nouvelle moelle du donneur compatible prenne. Donc il y a des complications, il y a des effets secondaires, il faut le savoir. Et avec un espoir aujourd'hui de la thérapie génique qui alors permettrait de se passer de donneurs extérieurs.
compatibles. Donc ça c'est une avancée. C'est encore au niveau d'études, mais en même temps c'est réservé aux patients dont les traitements classiques sont inaccessibles ou vraiment des cas très particuliers. Donc ici, l'idée c'est de dire que la greffe de moelle n'est pas quelque chose de magique qui va guérir tous les gens. D'abord, tout le monde ne peut pas, les conditions ne sont pas réunies. Et puis, mais même on ne trouverait pas, il faut trouver un donneur compatible, c'est déjà pas facile. Donc c'est pas l'important, c'est plutôt la prévention en amont, savoir comment ça se transmet, savoir ce qu'il faut faire pour éviter les complications, savoir la vie qu'il faut mener le plus sainement possible pour accompagner sa maladie le plus longtemps possible. Ce genre d'écriture, pour ce genre de livre, comment se fait la recherche de l'éditeur? En fait, avant de... j'ai d'abord pensé à écrire le livre déjà parce que c'est une nouvelle expérience, l'écriture pour la jeunesse. Et donc, au départ, j'ai commencé à écrire le livre comme si j'écrivais à un adulte, jusqu'au moment où je l'ai fait lire à des gens qui s'y connaissaient en littérature jeunesse, qui m'ont donné quelques conseils pour plutôt l'orienter vraiment vers la jeunesse. Et au départ, je pensais même faire plutôt un album illustré. Mais le texte était finalement tellement important que voilà, il n'y avait plus de place pour les illustrations et donc évidemment aussi le public donc, est un peu remonté d'un petit enfant à 9-10 ans et donc le livre est essentiellement du texte avec quelques illustrations. Et donc quand je l'ai fini, j'ai pensé maintenant à chercher un éditeur et beaucoup d'éditeurs jeunesse, ça ne les intéressait pas sans doute parce que ça parlait d'une maladie dans ce livre-là, même si c'est un conte. Jusqu'au jour où voilà, j'ai fait la rencontre avec cette éditrice qui a accepté qui est Sylvie Darro, qui a accepté de le publier. Le livre sort, mais vous faites une médiatisation, c'est-à-dire que vous organisez aussi des rencontres. Alors, l'idée en fait de ces textes qui parlent de l'univers de l'hôpital ne s'arrête pas à la publication du livre. C'est aussi de pouvoir prolonger l'expérience par des rencontres avec les enfants, par des ateliers. J'en ai fait déjà quelques-uns à l'hôpital même, mais à l'extérieur aussi. Je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps au centre culturel de ma commune à Gansoura. Il y avait un public jeune, il y avait un public moins jeune. Donc c'est très intéressant d'aller au-delà de l'écriture et de pouvoir parler, surtout pour un sujet qui me tient à cœur, qui est cette maladie qui est la drépanocytose. Et voilà, donc l'idée c'est de pouvoir en parler, discuter avec des associations des malades, discuter avec des professionnels et aussi à tout venant pour enrichir un peu, donner des réponses à nos propres interrogations. Mais les professionnels du monde médical sont demandeurs de votre présence pour en parler, pour en discuter. C'est aussi une façon d'expliquer aux parents ou aux jeunes. Est-ce qu'ils ont besoin de cette aide-là que vous pouvez leur apporter par l'écriture de cet ouvrage? Donc en fait, l'idée de ce livre est née comment en fait? C'est que dans le service où je travaille, on a plusieurs particularités dont j'ai parlé tout à l'heure. L'isolement quand même des patients, des effets secondaires des médicaments, un séjour plus long qu'un séjour moyen à l'hôpital. Mais aussi, on a une spécificité qui est de soigner des enfants et des adultes dans le même service. Donc on peut avoir des enfants de quelques mois aux adultes de 70 ans. Et donc parfois, souvent même répondre aux interrogations d'un adulte
c'est pas la même chose que répondre aux interrogations d'un enfant. Et je me suis rendu compte dans ma propre expérience que je n'étais pas toujours bien outillé pour répondre aux questions des enfants à qui malheureusement ou heureusement la maladie donne une sagesse précoce et qui ont souvent des questions très pertinentes par rapport à leur maladie et qu'on se rend compte que parfois on est pris de court pour pouvoir leur répondre. Et moi, c'est en essayant par un moyen comme le livre, comme Plus fort que la hyène, c'est en essayant par ce moyen-là de pouvoir échanger avec eux ou le lire pour eux s'ils sont petits ou les faire lire et puis en discuter ensemble. Ça peut donner certaines réponses aux questions. Et un grand responsable hématologue qui s'occupe justement de cette maladie, la drépanocytose, l'a lu et a trouvé que c'était très intéressant, par exemple, de le donner aux enfants qui vont être hospitalisés pour cette maladie-là. Et pour moi, c'est vraiment un honneur, par exemple, de recevoir une proposition comme celle-là. Est-ce que le libraire est preneur aussi? Le libraire est preneur parce que le livre, j'ai l'impression qu'il est bien distribué. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe, mais avec les gens avec qui j'ai échangé, en tout cas qui sont dans le milieu du livre, ça les intéressait. En même temps, c'était une curiosité de pouvoir, parce que déjà le drôle de nom de cette maladie qui est la drépanocytose, il faut s'y prendre à plusieurs fois pour pouvoir le prononcer. Et voilà, j'ai l'impression que les échos sont positifs, en tout cas même pour les journalistes qui ont déjà fait une promotion et qui en ont parlé parlé, du qui en ont livre fait écho. dans les journaux, qui en ont fait écho, donc ils trouvaient que c'était très intéressant comme thème et la façon dont il était développé. Vous restez très pudique sur vous-même. Et très pudique sur vous-même, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont être écrites. Parce qu'encore une fois, vous allez être influencé par tout ce que vous rencontrez grâce à ce livre aussi. Mais ça va susciter sûrement encore une autre réflexion. Mais l'idée, c'est pas nécessairement de parler de moi. Je crois que les gens me découvrent à travers des choses que j'écris. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens qui savent parler bien qui savent bien parler de leurs livres. Et parfois même, il y en a qui savent mieux parler de leurs livres que ce qu'ils ont écrit vraiment. Moi, j'ai peut-être pas cette qualité de pouvoir parler des livres que j'écris. C'est plutôt le lecteur qui les lit et qui en retour me dit ce qu'il en a pensé. Moi, j'arrive pas toujours facilement à parler de ce que j'ai écrit. Donc je laisse un peu la liberté au lecteur et qui, à travers mes livres aussi, peut sentir ma sensibilité et ma vision du monde finalement, que je partage à travers mon travail d'écriture. Et peut-être ils y trouvent aussi la sensibilité d'infirmier en me lisant, même quand c'est des romans qui n'ont rien à voir avec le métier d'infirmier. Je vous regarde. Cette sensibilité, mais cette sensibilité naît où? Et là, je pense qu'on va peut-être en parler. On va la découvrir dans l'ouvrage précédent. Oui, c'est vrai, je pense que ma sensibilité naît sans doute de mon éducation, oui. Et certainement de mon parcours aussi. Voilà, qui est le mien, donc qui n'a pas toujours été rectiligne. Et voilà, et que c'est la vie aussi qui m'a appris. Mais qui est Joseph? Faites un bond en arrière de 40 ans. De 40 ans, vous êtes gentil, hein,
parce que j'ai 56 ans maintenant, Oui, mais donc bon, je pars plus tôt parce que je pense que tout s'est construit dans ma petite enfance. Alors je m'appelle Joseph Ndouanier, je suis originaire du Rwanda et je suis né sur une petite colline rurale qui s'appelle Murambi et je suis issu d'une fratrie de 7 enfants et d'un père instituteur et d'une maman mère au foyer. Et j'ai vécu avec toute la famille, avec mes frères et sœurs jusqu'à l'âge de 5 ans. Jusqu'au soir où, un soir où mon père est arrivé et il m'a dit demain tu vas chez ta grand-mère paternelle. Alors, dans la coutume rwandaise, c'est tout à fait normal. En général, on avait plusieurs enfants dans la famille et on décidait que tel irait vivre chez les grands-parents paternels, l'autre irait chez les grands-parents maternels. Les grands-parents, c'est comme les parents, c'est pareil, on n'avait rien à dire, c'était pas une punition, on partait. Donc à 5 ans, le lendemain matin, j'ai pris mon petit baluchon et je suis parti chez ma grand-mère maternelle. Un petit bout de femme, rongé par l'arthrose, qui ne savait plus lever, se mettre droit. Une femme de poigne, qui avait une grande ferme et qui faisait travailler tout son monde comme un petit commandant, quoi. Et donc j'arrive chez elle. J'étais bien sûr accueilli comme son petit-fils, mais il n'était pas question d'avoir des faveurs du fils de l'instituteur. Et je devais aller au boulot comme tout le monde, comme ses ouvriers. Donc à 5 ans, j'apprends à traire les vaches, j'apprends à les conduire au pâturage, à aller chercher de l'eau, à ne pas réclamer le petit déjeuner le matin, parce qu'on mange seulement quand on a fini sa tâche à midi. Et donc tout ça, c'est une école formidable et que j'ai beaucoup adoré. J'ai beaucoup adoré chanter derrière les vaches et seul à 19 h le soir pendant la nuit, parce que la nuit tombe à 6 h du soir, 6 h, 6 h 30, derrière un troupeau de 20 vaches sans avoir la peur de quoi que ce soit à 5 ans. Ça, c'était magnifique. Et donc, je grandis chez elle, je vais à l'école dans le village où elle habite. Mais après quelques années, en retournant chez mes parents, je commence à me rendre compte que je suis quand même devenu un peu différent de mes frères et sœurs. Alors, il faut dire qu'à l'époque, au Rwanda, on vivait, à l'époque en tout cas où j'étais enfant, la majorité des gens vivaient sur des collines. Et le métier des Rwandais à l'époque, c'était agriculteur et éleveur, ou des métiers en tout cas de la campagne. Et tout le monde vivait sur la même colline, des parents, des enfants, les petits-enfants, on perpétuait le même métier et tout le monde se connaissait. Entre parenthèses, au Rwanda par exemple, il n'y a pas de nom de famille. Donc on est 7 enfants dans ma famille et personne n'a le même nom que l'autre. Donc ça aussi c'est une particularité rwandaise. Et là ça change avec les nouvelles générations, simplement parce que tout le monde habitait la même colline. Quand je te croisais, je te demandais, tu es le fils de qui? Je ne te demandais pas ton nom. Et automatiquement on savait de quel papa, qui était ton père et des choses comme ça. Mais à partir du moment où les gens ont commencé à faire des études, en tout cas en l'occurrence mon père, et qu'il a quitté la colline, là où il est allé habiter, pourtant c'était une quinzaine, 20 km à peu près, au départ personne ne le connaissait, donc voilà, c'était son nom à lui que son père lui avait donné, qui devenait maintenant plus important que le nom de son père avant. Et donc les conditions de vie aussi ont changé. Mon père est instit
Donc ils ne travaillent plus dans les champs, on a de l'eau courante à la maison, on est les seuls dans le village où on habite, et on mange, il y a quelqu'un même qui fait du pain, il y a quelqu'un qui s'occupe de la cuisine. Donc mes frères et sœurs vivent dans les conditions qui sont différentes des miennes chez ma grand-mère. Il faut noter aussi que le village où habite mon père et où il enseigne, où il y a l'école, c'est dans une mission protestante hollandaise. Et d'ailleurs, c'est la première mission protestante hollandaise au Rwanda. Et si je ne me trompe pas, ça doit être en 1907 qu'ils sont arrivés là. Donc ils ont construit une paroisse. Et puis au sommet de la colline, ils ont construit un hôpital. Et à côté de l'hôpital, une école d'infirmières. Donc tu vois, c'était vraiment l'environnement. On était dans un environnement des Hollandais qui se fondaient dans la masse, pas par la couleur, mais les enfants allaient à l'école avec les enfants du village. Ils venaient à la maison, donc ils nous apportaient des cadeaux de Hollande, etc. Et tout ça, moi, en allant vivre chez ma grand-mère, j'étais déconnecté de tout ça. Et quand je revenais, j'étais vraiment le petit garçon qui rentrait du village pour revenir dans une mission où les conditions de vie étaient quand même différentes. Et alors j'ai commencé, quand j'ai ressenti cette différence, j'ai commencé à faire des navettes. Ça veut dire qu'à la fin de l'école, l'après-midi, je partais de chez ma grand-mère et je rentrais à pied. Donc il n'y avait pas de toute façon de voiture, à pied chez mes parents, à une quinzaine ou entre 15 et 20 km à pied. Et le lendemain, je devais être à 7 h du matin à l'école, donc tout près de chez ma grand-mère. Donc mes parents commençaient à sentir quand même qu'il était temps qu'ils me ramènent à la maison. Et donc ce qu'ils ont fait, et j'ai continué la scolarité à la paroisse tout près de chez mes parents avec mes autres frères et sœurs. Et voilà, donc j'ai grandi dans cet environnement de la paroisse, de l'hôpital et de l'école d'infirmière, d'où peut-être la naissance de ma vocation pour le métier d'infirmier. Voilà, jusque-là, ça c'était le Rwanda, et en 86, je débarque en Belgique. Après avoir travaillé évidemment dans les différents hôpitaux en tant qu'infirmier. Donc en Belgique, je fais différentes formations, comme je disais tout à l'heure, je fais des études de laborantin, que je n'ai pas exercé longtemps, parce qu'entre-temps j'ai fait une formation de licence en gestion hospitalière, et toujours dans le but de pouvoir retourner au Rwanda. Et au moment où je terminais cette formation, c'est le moment qu'arrive le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Et voilà. Malgré cela, après j'ai voulu retourner, mais c'était encore trop tôt, surtout que venait d'arriver notre premier enfant, et la situation n'était pas encore stable au pays, et donc notre projet de vie avec mon épouse s'est orienté plutôt vers la Belgique. Et après coup, j'ai fait les études d'infirmier dans le supérieur, donc j'ai fait des choses à l'envers. Voilà, et donc depuis la fin de mes études d'infirmier, j'exerce non pas comme laborantin, non pas comme gestionnaire, mais plutôt comme infirmier. Voilà. Et on découvre cet ouvrage-ci que je vais prendre. Voilà, c'est mon premier livre, La promesse faite à ma soeur. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, la genèse de ce livre, c'est un retour au Rwanda. Ce n'était pas le premier, mais à l'époque, ma fille doit avoir 5-6 ans, elle commence à l'école. C'était vraiment les premières semaines où elle commençait l'école. Et je vais au Rwanda voir saluer ma mère, que je n'avais plus vue depuis un certain temps. Et elle prend un petit cahier d'école
qui a à peu près ce format-ci, et qui a à peu près le format de ce livre, et il me dit papa, tu prends ce cahier et tu vas y noter tout ce que mamie du Rwanda va te raconter. Comme ça, tu ne seras pas obligé toi-même de me le raconter, tu notes chaque fois. Et à peine j'étais monté dans l'avion à Zaventem que tout à coup j'ai commencé à écrire. C'est venu comme ça. Mon état d'esprit à ce moment-là, et puis j'ai imaginé des choses, et puis voilà. Je suis resté, je pense, de 15 jours au Rwanda, et quand je suis revenu, j'avais 6 petits cahiers remplis. Et voilà, donc, et puis, bon, j'ai mis tout ça dans un tiroir. De toute façon, je n'avais aucune ambition d'écrire, je n'y pensais même pas. Je pensais que pour écrire, il fallait avoir fait des études de littérature, et que, voilà. Donc j'avais un complexe, j'aimais beaucoup les livres et la langue française, des livres que je n'avais jamais lus, parce que là où j'étais dans mon village, et même dans les écoles que j'ai fréquentées, je n'avais pas croisé des bouquins. Voilà, mais j'ai accroché tout de suite à cette langue, le français, et c'était en première année d'école secondaire, parce que j'ai croisé un prof qui s'appelait Kirusha Damien, qui a été malheureusement tué pendant le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Et c'était un prof génial. Il n'avait pas beaucoup de livres à nous faire lire, mais il nous apprenait cette langue de façon très, très pratique et super, que moi j'ai tout de suite, voilà, je me suis dit, cette langue, je me l'approprie, voilà. Donc j'ai lu des livres sur le tard, en fait. En réalité, j'ai lu vraiment les livres quand j'étais en Belgique. Donc ça veut dire tard. Donc je n'aurais jamais pensé écrire un livre plus tard, déjà que je n'en avais pas lu beaucoup. Donc voilà, j'avais un complexe, je le disais tout à l'heure, des écrivains, parce que à l'époque, les écrivains qu'on voyait à la télé, ils fumaient leur pipe, ils étaient dans leur monde à eux. Donc pour moi, c'était eux les écrivains. Et voilà, je gardais tout mon manuscrit dans un tiroir, ne sachant pas du tout ce que j'allais en faire. Et puis un beau jour, je me dis, tiens, j'ai le temps, je peux mettre ça sur ordinateur. Ce que j'ai fait, et j'avais plusieurs pages, genre 300 pages, que j'ai gardées dans mon ordinateur. Et jusqu'au jour, en discutant avec quelqu'un, je lui en parle, il me dit, ben, écoute, tu n'as qu'à le faire lire à un certain monsieur, Jean-Pierre Jacquemin, qui est décédé depuis, et qui s'occupait de la littérature africaine. Il enseignait aussi, il initiait les gens à la littérature africaine. Au départ, j'ai pas osé, et puis après, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je vais lui en parler, on verra bien ce qu'il me répond. Et quand j'ai été le trouver, voilà, sans vraiment oser trop lui en parler, il m'a dit, écoute, tu n'as qu'à me donner 25 pages, je vais te dire un peu ce que j'en pense. Voilà. Et après avoir lu ces 25 pages, il m'a dit, il y a du boulot quand même, mais le sujet est intéressant. Moi, j'ai pris ça comme un compliment. Et voilà, il m'a expliqué comment il fallait faire. Parfois, j'avais une phrase qui faisait toute une page, où tout se mélangeait. Donc, il m'a appris un tout petit peu à nettoyer tout ça, à nettoyer le texte, à faire des phrases courtes, plus cohérentes. Et voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs années, je dirais plusieurs mois, plusieurs années même, en travaillant de cette manière-là. Et puis il y avait 10 pages qui tombaient à la fin du texte, puis il y en a 5 qui se rajoutaient. Et voilà, c'était un exercice très intéressant parce que ça me passionnait. Et voilà, jusqu'au moment où il m'a dit, écoute, je n'ai plus de conseils à te donner, tu fais ce que tu veux, ou tu le gardes pour toi, ou tu tentes ta chance, tu le proposes à un éditeur. Et voilà. Et donc j'ai commencé, et je me suis dit, tiens, je vais quand même tenter, quoi. Je suis pas très courageux ou quoi, mais quand même, je me suis dit, allez, je vais y aller, quoi.
Et j'ai regardé, j'ai épluché les... C'est vrai que le sujet qui est abordé dans La promesse faite à ma sœur nous a beaucoup touchés l'un et l'autre. C'est au niveau de la sensibilité qu'il y a dans l'écriture, dans le récit. Je comprends cette sensibilité maintenant que j'ai découvert l'auteur, où je découvre évidemment toute la sensibilité qui transpire de lui. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui, mais bon, dans cette transpiration, dans la conversation, on découvre le personnage, et je dois dire, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir le parcours, le pourquoi et du comment, de l'écriture. Et c'est vrai que vous découvrir la lecture de l'ouvrage sont des choses qui nous ont marqués. Donc, encore une fois, La promesse faite à ma sœur est un ouvrage qui devrait être mis dans des mains de beaucoup de personnes pour voir un petit peu comment on peut vivre ce genre de situation. Alors en fait, ce que vous dites est intéressant parce que en écrivant, en commençant à écrire ce livre, parce que je raconte tout de suite que j'ai commencé à écrire dans l'avion, à écrire des choses, tout ce qui me revenait, toutes mes émotions qui ressortaient à ce moment-là, le fait de retourner. Et j'ai commencé par écrire un truc autobiographique, ce qui a beaucoup évolué, parce qu'en fait dans ce livre-ci, je dirais que ce qui est vraiment autobiographique, non pas parce que c'est moi, mais parce que le personnage, il me ressemble vachement et qui ressemble à beaucoup de personnes qui sont nées dans la même période que moi, c'est-à-dire nées dans les collines, grandi pour beaucoup chez les grands-parents, et donc c'est quasi la même chose. Ça c'est vraiment, je dirais que c'est autobiographique. Par contre, dans la deuxième partie, j'ai essayé de faire quelque chose dans laquelle beaucoup de Rwandais, en tout cas, de ma génération, ou même pas nécessairement, pourraient retrouver un petit fragment de leur histoire. Parce que parfois, les gens qui ne me connaissent pas pensent que c'est une autobiographie. Est-ce que je peux dire tout de suite que moi, je n'ai pas de frères jumeaux, je n'ai pas qu'une sœur. Donc, on est une fratrie de 7 enfants et c'est tout à fait différent. Mais par contre, j'ai pris un mélange de situations et en faisant reparler des gens qui ont disparu, et en faisant parler des personnes, des vieilles personnes. Ça, dans chaque livre que j'écris, il y a cette dimension-là de la transmission, des personnes d'un certain âge, et avec tout le respect que je dois toujours témoigner, la grand-mère, ah oui, ma grand-mère, ça c'est important, ma grand-mère paternelle, et puis en tout cas les personnes âgées de manière générale. Qui ont quelque chose, on a quelque chose à apprendre d'elles. À nous transmettre. Voilà, et donc c'est vraiment, alors je me suis permis, évidemment, à travers ce livre, de faire une fiction, ce que ne peuvent pas faire les gens qui étaient sur place au moment du génocide. On ne peut pas prendre ça à la légère quand on a vécu la tragédie, quand on a vu sa famille se faire massacrer, quand on a, ou même des gens qui ont participé au génocide, c'est souvent écrire en tout cas en essayant de rendre ce qu'on pense être la vérité qu'on a vécu soi-même. Ici, je me suis permis la fiction parce que je n'étais pas là du tout. Et que moi, c'est plus qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on vient d'un pays où il s'est passé un génocide et qu'on y remet les pieds. Quels sont les sentiments qui nous traversent, et si on est conscient de la gravité de la situation, qu'est-ce qu'on peut partager et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le pays et pour les gens, pour l'avenir, pour nos enfants, en ayant mis les pieds dans ce pays qui n'est finalement plus le même qu'avant. Parce que même moi, quand j'y retourne, même 2 ans après, 3 ans après, non seulement il y avait des absences
des gens que j'ai connus, des gens d'enfance, des voisins, des proches, la famille, parce que ceux qui n'étaient pas assassinés étaient partis en exil. Donc forcément, c'était des nouvelles personnes. Et encore, physiquement, le pays avait changé, parce que là où il y avait une maison là-bas à gauche ou à droite, elle n'y était plus. Elle avait été détruite, démolie. Donc du coup, c'était une situation étrange de traverser un quartier où on connaissait tout le monde. Et finalement, on ne connaît plus personne et même l'environnement a changé physique. Donc ça c'est un peu ce qui traverse ce livre. Et un message d'espoir, un message d'amour, un bouquin qui prône la paix, simplement. Mais comment peut-on vivre les événements quand on est si loin des événements? C'est très compliqué parce que pendant longtemps, et avec des amis qui étaient ici, tout était coupé, on était dans l'ignorance totale de ce qui se passait, si ce n'est à travers la télévision, quand on voyait les gens se faire couper à la machette, ou les convois des militaires français qui passaient, ou en tout cas il n'y a que comme ça qu'on apprend les événements. Il y a comme ça qu'on les apprenait, parce qu'il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus... on ne savait pas où les gens étaient. Ceux qui ne sont pas morts, on a eu de leurs nouvelles longtemps plus tard. Voilà, donc on vivait je dirais dans l'irréel, quoi. Voilà, mais aussi dans voilà, dans la culpabilité de ne pas pouvoir faire quelque chose. Pas pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà, c'est comme ça que qu'on a vécu ces événements durant des mois. C'est traumatisant, ça. Ouais, c'est difficile, effectivement. Et puis après, pour certains, ils apprennent que les leurs sont encore vivants, d'autres qui apprennent qu'ils n'ont plus personne. Et voilà, c'est horrible comme situation. Aventurier? Oui, toujours. Qui et moi? Oui. Quand même, mais en tout cas, l'écriture a renforcé cette idée que j'ai toujours de se dire que la distance n'est pas suffisante pour dire qu'on est différent. Parce que quand on voyage, que ce soit par la littérature, en tout cas, ou qu'on a la chance de voyager physiquement comme je l'ai déjà fait, on se rend compte que les gens qui sont en Amérique latine alors qu'on est d'Afrique ou qu'on est de Bruxelles, ce qui nous sépare souvent, c'est cette distance, mais que quand on s'approche et qu'on se découvre, et qu'on découvre la culture de l'autre, la façon de vivre l'autre, la façon de voir le monde de l'autre, on se rend compte que on est plus proche qu'on ne croyait. On peut être plus proche avec les gens qu'on rencontre sur un autre continent que le voisin. Qui est en Europe, ici souvent, le voisin, on ne le connaît pas. Ou très peu. C'est une déception pour la curiosité. On part pour découvrir quelque chose. Absolument. Parce que tout est fait. Vous savez, le bout du monde, chaque fois, c'est que géographique. Oui. Et que quand vous y arrivez, vous vous rendez compte que vous êtes plus proche. Comme l'autre. Oui, que vous êtes plus proche des gens que ce que vous ne pensiez. Et que par contre, celui qui habite au numéro 20, ici à côté, ou au numéro 24, peut-être c'est bonjour, ou même pas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui habitent dans l'immeuble, et que, voilà, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, et que parfois quand on est loin, peut-être on prête plus attention à celui qu'on rencontre, pour autant qu'on s'intéresse aux gens. Parce qu'on peut voyager aussi pour découvrir la nature ou les animaux, simplement. Hein, et souvent, quand les gens eux-mêmes qui sont là-bas ne vous laissent pas comme ça, non, ils vous approchent et finalement vous apprenez à les fréquenter, à les connaître et vous vous rendez compte qu'on est tous les mêmes quelque part. Vous rentrez chez vous, quel livre va-t-on trouver sur votre table en cours de lecture? Alors, ici, je vais commencer un livre d'un jeune auteur sénégalais
qu'il m'excuse si j'écorche son nom, c'est un Bougar Sarr, je crois. Et le titre, en plus, parce que je viens de le découvrir, je viens de l'acheter là maintenant, parce que c'est un livre qu'on m'a recommandé qui est très très beau. Et apparemment, donc je vais le lire maintenant. C'est ce jeune auteur que je vais lire maintenant, un livre qui a eu je pense que c'est son premier livre qui est édité à Présence africaine, et qui est apparemment un petit bijou. Donc c'est ça que je vais lire. Je viens de terminer un livre d'un auteur togolais, Sami Tchak, un livre qui s'appelle Ainsi parlait mon père, qui est un très très bon livre aussi, justement, qui parle de la transmission, et une transmission qui finalement est universelle. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est dans une langue quelque part ou dans une autre langue, mais finalement toute cette transmission entre les générations, c'est quelque chose d'universel. Ça, je viens de le terminer, et là je vais commencer ce livre de ce jeune auteur sénégalais. Vous êtes toujours en quête de quelque chose. Toujours, oui, la curiosité de pouvoir découvrir le monde à travers le partage des autres, que ce soit des auteurs ou que ce soit des gens que je rencontre à une terrasse de café, quoi. Donc vous avez parcouru le continent sud-américain, Amérique latine. Vous avez donc au niveau de l'Afrique, vous connaissez. Alors au niveau de l'Asie, vous avez déjà été? L'Asie, je n'ai pas encore été. L'Afrique, je connais un certain nombre de pays, dont l'Afrique de l'Ouest, par exemple. L'Afrique de l'Est, je connais les pays voisins du Rwanda, où j'ai déjà été, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Congo, et RDC. Et puis en Afrique de l'Ouest, je connais un tout petit peu le Togo, le Bénin, et voilà. J'aimerais justement retourner là-bas, parce qu'ils ont certains acteurs culturels et aussi de la santé, certaines associations ont manifesté un intérêt certain plus fort que la hyène, pour parler de la drépanocytose et de sensibiliser la population à un peu plus de prévention. Et donc pour cette maladie qui est très fréquente essentiellement en Afrique subsaharienne, et aussi je dirais en Méditerranée et en Inde, mais aussi en Europe, en Belgique ou en France, et même en Amérique du Nord et du Sud. Donc c'est une maladie qui existe dans beaucoup de régions du monde. Le conseiller à nos amis, c'est bien ouvrir les yeux dans l'aéroport, dans un jour ou deux. Je pense qu'ils auront quelqu'un dans l'avion qui va leur raconter encore et prolonger la conversation ici. On ne sait pas encore pour où, mais enfin, il faut être très attentif. Vous aurez le livre avec vous dans le fond du sac pour partir? Oui, c'est clairement, oui. Ah oui, toujours. C'est votre carte de visite. Oui, c'est toujours. Voilà, Joseph, je vous remercie pour l'entretien. Merci à vous en tout cas. C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Ben voilà. À très bientôt, lorsque vous reviendrez de vacances. Avec plaisir. Ouais.